Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, on retourne un petit peu en arrière et on s'en va à l'émission 200 où j'ai réalisé une entrevue extraordinaire avec 2 animateurs de radio, un couple que les gens ont appris à adorer sur les ondes de choix Radio X et qui aujourd'hui travaille sur les ondes du poste de radio Boulevard 102F. C'est donc avec plaisir que j'accueille aujourd'hui à Fantastica Radio Web Denis Gravel et Véronique Bergeron dans ce qui est, de ce que j'ai cru comprendre, leur toute première entrevue donnée à un podcast. On arrive bien sûr à cette 200e émission et on se disait lorsqu'on a fait le concept, il faut trouver des sujets intéressants où est-ce qu'on peut amener des personnalités de différents milieux. Et donc, au départ, j'avais pensé au comique, j'avais pensé bien sûr au domaine de la lutte professionnelle, on avait pensé au cinéma, mais je me disais, ça prend un 4e morceau. Puis, je pense, et soudainement, je me cogne sur la tête en me disant, voyons, Christophe, on fait de la radio, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des célébrités du domaine de la radio professionnelle de Québec? Et là, j'avais pas le choix, il y en avait juste 2 qui étaient dans ma tête parce que je trouve que c'est le duo parfait pour nous divertir à la radio. Et si je ne me trompe pas, cette année, ça va être le 10e anniversaire de Gravel dans le retour. Vous aurez deviné que je vais parler à Denis Gravel et Véronique Bergeron. Bonjour à vous 2. Hello, tu nous apprends que c'est notre 10e, puis c'est drôle parce que l'anniversaire qu'on a regardé, nous autres, du côté des dates, c'est que c'est le 20e anniversaire où Véro et moi, on travaille ensemble. Mais Christophe a raison, parce qu'on a fait 10 ans de matin, puis 10 ans de retour ensemble. Tabarnouche, ça fait beaucoup de gâteaux à acheter. Donc, 2 gâteaux avec 2 types de bougies. Mais c'est ça que je ne savais pas. Je n'étais pas sûr que Véro avait commencé quand que Denis était tombé à la tête de l'émission du matin. J'ai servi de bouée de sauvetage. Oui. Ouais, c'est un peu ça, pour vrai. Quand Jeff Fillion est parti pour la première fois de Radio X, En 2005, là. on essayait désespérément de relancer une formule. Puis moi, c'était la job que je voulais pas faire au départ. Puis je l'avais dit à mon patron de l'époque, Patrice, à de nombreuses reprises, tu peux me demander ce que tu veux à Radio X. Il y a une affaire que je ferai pas, c'est remplacer Jeff Fillion quand il va partir. Et évidemment, ben, la première affaire qu'il a faite quand Jeff Fillion est parti, c'est me demander de remplacer. Tout le monde voyait ça comme étant le rebound. Ouais. Le rebound dans le couple qui fait que c'est sûr que cette relation-là ne marchera pas, fait qu'on va faire Denis pendant un bout de temps, puis à un moment donné, on va trouver un véritable plan. C'était dur de travailler avec des gens qui attendaient la suite, puis c'était un petit peu ça. Tout le monde se disait, Denis va se péter la gueule, puis après ça, on va le trouver une vedette, un humoriste ou whatever. Il y avait comme un paquet de scénarios, mais c'était tous des scénarios où moi, j'étais pas. Mais le patron de l'époque, qui avait bien des défauts, mais qui avait une bonne qualité, Patrice croyait beaucoup en mes capacités, en nos capacités à l'époque, les gens qui étaient là. Puis il a été terriblement patient avec nous autres. Puis il nous a vraiment pris sous son aile. Dans ce processus-là, on essayait. Puis à l'époque, on était
avec Dominique Moret. Est-ce que Dan Pou était là? C'était-tu Ray ou Dan qui était là? Un des deux. Mais il y a une pièce qui manquait tout le temps, puis c'était de trouver la fille qui allait fitter avec nous autres. Puis on avait fait beaucoup d'essais à l'époque, puis il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis à un moment donné, j'ai comme eu, je sais pas si c'est un moment de désespoir ou d'illumination. Oui, c'est un désespoir. C'est parce que je sais pas si tu sais, puis je sais pas si les gens savent, mais Véro puis moi, on était un couple au départ, un vrai couple. On a resté de 25 ans de ça. Là? On est resté ensemble pendant quelques mois. Puis après ça, j'ai été un ex de marde, fait qu'on a arrêté de se parler pendant quelques années. Et quand je me mettais à réfléchir, tu sais, qui peut aider cette émission-là de radio à prendre son envol, mais surtout qui va être de mon bord, quoi qu'il arrive. Puis je revenais tout le temps avec Véro, puis je me disais, je le fais-tu pour les bonnes raisons? Tu sais, je le fais-tu parce que je crois en ses capacités ou je le fais parce que j'ai encore peut-être l'espoir qu'on revienne ensemble ou whatever? C'est comme un film Hallmark poche. Ouais, c'est un peu pathétique, là, mais c'est quand même ça le raisonnement. Puis quand j'ai présenté ce scénario à mon co-animateur Dominique puis à mon patron Patrice, ils m'ont regardé comme si j'étais devenu officiellement fou puis que c'était le début de la fin. Puis je leur ai dit, écoute, rencontrez Véro, moi je pense qu'elle a le potentiel, puis c'est vous autres qui déciderez. Puis là, j'ai sauté une étape parce qu'avant d'en parler à mon boss... Il fallait que tu saches si, j'étais encore... tu pouvais encore te parler. Oui. Ça faisait quelques années qu'on se parlait plus. Fait qu'il a fallu que je te parle à toi puis que je te convainque de laisser une job permanente à la fonction publique pour venir travailler dans une station de radio qui, à l'époque, était en attente d'une décision de fermeture du CRTC. Donc, tu abandonnes une permanence pour aller dans une job où tu vas peut-être travailler 4 jours avant que le CRTC te dise la station est fermée. Ciao, bye. Fait que je te dis que le pourcentage de chances que ça arrive était en bas de 1% de mon bord. Puis j'ai fait la proposition à Véro. Je m'attendais à me faire dire non sur le coup. Comment ça s'est passé de ton C'est bord? probablement une question de timing. Je trouvais que ça tournait en rond de mon côté. Toutes mes manières d'essayer d'avoir du fun dans ma job, de changer d'emploi carrément à l'intérieur de la fonction publique, je me rivais le nez à chaque fois. Tu sais, toujours deuxième ou des affaires du genre. Puis le fait que j'étais plus bien, j'étais malheureux, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Le fameux « il n'y a rien qui arrive pour rien », là. Après avoir réfléchi longuement, après avoir parlé à mes parents puis pas écouté ce qu'ils avaient à dire, j'ai fini par accepter au moins de rencontrer Dominique. Patrice, je le connaissais déjà, on s'est rencontrés pareil, là, mais d'essayer de voir comment eux voyaient les choses. Oui, puis en plus, c'est ça que vous disiez tantôt, le choix était en risque de fermeture, donc c'est une grosse décision. On va revenir un petit peu en arrière, par exemple, avant d'embarquer à choix, parce que même si Véro est tombé par chance dans le domaine de la radio, le cas de Denis, c'est pas vraiment ça. Parce que Denis, c'est quoi qu'il a fait qui est tombé dans le domaine de la radio? Il a triché! Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, la radio m'a toujours fasciné. Puis ça partait de la musique. J'ai grandi dans la musique. Je tripais sur la musique. Puis j'ai des souvenirs très précis des premières cassettes que j'enregistrais où j'avais hâte que le gars de radio ferme sa boîte pour que je puisse enregistrer ma toune sur les cassettes qu'on se faisait à l'époque, là, des meilleures tounes. Monsieur Mixtape. Écoute, je me souviens encore de tout ce qu'il y avait sur ma première cassette. Il y avait Boy in the Box de Corey Hart, il y avait Life is Life de Opus, il y avait Dancing in the Streets de Mick Jagger, David Bowie. Je me souviens encore de toutes les tunes qu'il y avait sur ma première cassette. Et mes parents ont vu que j'avais vraiment une fascination envers la radio, puis j'ai eu la chance d'aller visiter une station de radio très jeune qui était celle de CFX FM. CFX, à l'époque, c'est peut-être l'ancêtre de ce qui est devenu Choix à Québec. CFX, c'était une station rock au Saguenay qui était indépendante. Jeff Fillion travaillait là, il avait 18 ou 19 ans, il était très jeune. Dan Caron qui m'a embauché à Choix puis qui anime encore ici à Boulevard 102.1 avec nous autres. Ça faisait partie de l'équipe. Tu avais Stéphane Stage-Lacroix qui était comme un DJ qui faisait des montages, des mix, qui faisait des capsules d'humour et ainsi de suite. Et j'étais allé visiter cette station-là avec mes parents. Puis de voir un animateur nous parler de sa job, mais en même temps opérer son émission de radio
pour moi, c'était comme entrer en coulisses avec un magicien qui te montre où est-ce qu'il cache les lapins puis les colombes. Tu sais. Pour moi, ça a été une illumination. Puis à partir de ce moment-là, c'est resté une fascination. J'avais un petit micro que j'étais capable de brancher sur un petit radio avec 2 tapes à cassette. Puis je me tapais tout croche, distorsionné par-dessus les tunes. Puis je jouais à la radio. Les premières opportunités que j'ai eues de faire de la radio, c'est à mon école polyvalente Charles Gravel, au secondaire. Il y avait une radio étudiante qui était très bien opérée à l'époque par un prof passionné qui s'appelle Pierre Gendron. Puis ça a été ma première porte. La deuxième porte est arrivée très rapidement. C'était une radio communautaire au Saguenay. Choc FM. Choc FM, qui est devenu CKJ, qui existe toujours d'ailleurs. C'est la radio du Cégep de Jonquière. Exact. Mais on pouvait s'inscrire puis présenter un projet d'émission, ce que j'avais fait avec beaucoup de sérieux. Par contre, on demandait un âge minimum de 16 ans pour avoir une émission de radio. J'en avais 13. Et lorsqu'ils m'ont appelé pour me demander mon âge, ils ont dit « T'as bien 16 ans? » J'ai dit « Oui, oui. » Et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé avec une émission de radio communautaire. Ça n'a pas de bon sens. Le vendredi soir, que j'avais appelé stupidement Destination Rock. Et mes parents qui ont été extraordinaires dans le processus parce qu'ils savaient que j'avais bourré. J'avais dit une menterie. Tu l'as fait combien de temps, Destination Rock? Je l'ai fait pendant plusieurs années. Puis toutes ces années-là, mes parents ont sacrifié leur vendredi soir pour m'amener à la station de radio à Jonquière. Mes parents restent à Saint-Fulgence. C'est une run d'1h15. Je faisais une émission de radio de 2 heures. Et mes parents restaient à Jonquière pendant ces 2 heures-là, souvent dans le stationnement à écouter ce que je faisais. Puis après ça, ils me ramenaient j'étais passionné par la radio, mais sans le dévouement de mes parents, j'aurais pas eu cet accès-là si rapide à faire de la radio qui était de la vraie radio. Je veux dire, de la radio étudiante, c'est une chose, là, mais je veux dire, t'es dans une polyvalente, c'est pas nécessairement l'encadrement réel. Là, t'es diffusé sur les ondes hertziennes. Exact. Il y a des gens là-bas qui sont dans ATM, là, qui étudient en radio pour vrai. Toi, t'es un petit cul de 13 ans, t'es à la limite de la fraude. Elle le dira probablement pas, mais Véro se souvient d'avoir écouté mon émission alors qu'elle ne me connaissait pas et elle trouvait ça fucking pourri. Parce que juste avant, il y avait les Échos de la caverne qui présentaient de la musique alternative. Puis moi, ça, c'était mon bagage à moi. Puis le gars, après, avec Destination Rock, chaque fois, c'était un tue-l'amour. Ça ne fait pas de mots du bon sens. J'étais tellement nerveux, puis j'écoutais beaucoup d'animateurs de radio qui ne savaient pas quoi dire, puis j'entendais des E, particulièrement à radio communautaire. Là. Puis c'est drôle, par des E, j'en fais encore. Là. Mais c'était ma hantise, fait que je bâtissais mes émissions à l'avance. On avait une dactylo à la maison, on n'avait pas encore d'ordinateur. Puis je tapais tout ce que j'allais dire à la dactylo je finissais mes devoirs d'école. Champion à cause de ça? Oui, je finissais mes devoirs d'école, j'embarquais sur la dactylo, puis je bâtissais. J'ai encore toutes ces émissions-là par écrit dans un grand cartable chez nous. Destination Rock, épisode 1 à épisode, je sais pas, moi, 47 ou 48, je les ai encore toutes à la maison. Puis j'arrivais en onde, j'ouvrais le micro et je lisais tout ce que c'était j'avais un ton d'enterrement ou de funérailles, mais pour moi, c'était plus important d'avoir quelque chose à dire que d'improviser ce que j'étais incapable de faire. Je suis un gars terriblement gêné dans la vraie vie. Puis c'était peut-être une façon de me tester à l'époque, de dire je vais faire de la radio puis je vais parler de ma passion première qui est la musique. Mais c'était très contre-naturel pour moi d'arriver puis d'ouvrir un micro puis de me sentir à l'aise. Ça a pris énormément d'années avant que ce soit peut-être un petit peu plus naturel là, de mon côté, mais j'étais passionné puis j'aimais ça, tu sais. Ça fait que là, on est un gars timide, mais on veut faire carrière dans le domaine de la radio. Comment qu'on a eu sa première expérience ou sa première chance dans le domaine de la radio professionnelle? J'ai terminé mes 3 années dans un programme de cégep qui s'appelle Arts et technologie des médias. On est très nombreux à être passés par là. On a des collègues à Boulevard, Audrey, Maxime, puis c'est drôle parce que moi, j'ai fini en... Oui, Hello aussi, c'est vrai. J'ai fini en 1996, puis ces gens-là n'étaient même pas nés, ce qui est un peu malaisant. Je suis vraiment rendu une vieille picouille, mais on fait un stage à la fin du cégep, puis... moi, il y avait un endroit où je voulais aller, puis c'était choix à l'époque parce que c'était la seule station de radio qui avait une espèce... Une identité. Une identité, oui. Puis il faut se souvenir,
à l'époque, dans quoi on baignait. Tu avais le film Pump Up de Volume, tu avais le film Private Parts qui nous a mis en contact avec l'univers qu'Howard Stern, l'empire qu'Howard Stern avait créé aux États-Unis. Tu es dans une période où les Simpsons sont encore considérés comme edgy. On est à 1 an ou 2 ans des débuts de South Park. Puis il faut savoir qu'à CFX, qui était une station qui était rock, il était passé rock détente. Fait qu'ils nous ont cassé ça super rapidement au Saguenay de super bonne musique qu'on aimait à Heal the World de Michael Jackson, qui a été la première chanson qui a été jouée. Fait que d'avoir une station comme celle-là à Québec, qui était à rebrousse-poil d'absolument tout ce qui se faisait dans tous les marchés. C'était des radios réseau partout, là. Oui, puis les animateurs qu'on avait connus à CFX au Saguenay étaient tous rendus à choix. Dan Caron était rendu le gars qui engage, puis il faisait l'émission du midi, le lunch 2 pour 1. Tu avais Stéphane Stage-Lacroix qui était rendu là aussi avec Serge Trudel, puis qui animait les 6 à 6 et les 6 à 6 extrêmes où on faisait la tournée des bars le vendredi. Que de beaux souvenirs. Jeff Fillion était rendu là, puis il commençait à essayer de trouver son concept d'émission pour le matin. Donc, il y avait un endroit où je voulais aller en stage, c'était là. Puis, je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Donc, j'avais demandé à avoir un stage en 2 parties. La première moitié de mon stage, c'était à Choix Radio X, à une époque où ils étaient derniers dans les sondages et personne ne savait c'était qui. Une station principalement musicale, là. C'était pas de la radio parlée. C'était de l'identité, mais c'était pas du parler. Et l'autre partie de mon stage, c'était pour écrire dans le Journal Voir à l'époque, qui était, oui, à Montréal, mais aussi à Québec. Puis j'ai fait la première partie de mon stage à Radio X. Ça n'a pas été nécessairement une belle période parce que j'ai comme été au centre d'une chicane, puis déjà que j'étais tellement gêné puis tellement nerveux. Et le gars de nouvelles à l'époque, Christian Roy, qui était responsable de mon stage, m'avait dit, avec sa grosse voix, il était minuscule, il mesurait 4 pieds, mais il avait une grosse voix. Puis il m'avait dit, écoute, Denis, moi, je vais prendre congé lundi et mardi prochain, puis tu vas pouvoir faire les nouvelles sur le show de Jeff Fillion, puis tu vas pouvoir te faire les dents en ondes, là. Moi, je vois ça comme l'opportunité de ma vie. C'est comme le make or break, ça passe ou ça casse. Et j'arrive lundi matin et Jeff n'est pas au courant que son gars de nouvelles n'est pas là et n'est pas au courant que c'est moi qui s'en va en ondes. Il est en tabarnak. Et mon petit bureau de nouvelles était à côté du bureau de Dan Caron à l'époque. Donc, je m'en vais en ondes. Je suis nerveux, je sue ma vie. Je fais mon possible pour faire des bulletins qui se tiennent debout. Et après ça, je retourne dans mon bureau et j'entends Dan Caron furieux qui hurle au téléphone à coups de calice de tabarnak. Comment ça se fait que t'es pas là? Puis que là, le stagiaire est en onde et ainsi de suite. Puis je me disais, ben voilà, ma carrière vient de finir. Ma carrière est même pas commencée. Elle est officiellement terminée. Fait que je suis parti de choix la queue entre les jambes. Et là, je m'en allais au voir, puis j'étais tellement down et tellement déprimé que je suis allé à la première rencontre. Je pense que c'est Jean-Simon Gagné qui m'a reçu à l'époque, qui était au voir. Et il m'a fait visiter les locaux à l'époque qui étaient en face du McDonald's sur la rue la rue Saint-Jean. Et je suis parti de là, puis je suis jamais revenu. Je suis jamais retourné. J'ai dit, de toute façon, ma carrière vient de finir. Je m'en retourne au Saguenay. J'avais l'opportunité de faire un stage au voir. Je ne l'ai jamais fait. Je me suis sauvé comme un poltron, puis je suis retourné au Saguenay. J'ai fait un peu de radio communautaire à CKJ. Les coupures sont arrivées très vite. J'ai perdu mon emploi. J'ai travaillé à CFX, ce que je suis quand même assez fier d'avoir fait. Rock détente. Même si c'était rock détente. Mais j'ai travaillé là avec la première personne qui m'a montré c'était quoi être journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. J'ai jamais été journaliste. Mais Alexandra Fortin, c'était une vraie journaliste. Puis elle m'a appris les rudiments, puis ça a bien fait parce que plus tard, j'ai été appelé à travailler avec des journalistes comme Dominique Moret, Jérôme Landry, des journalistes de formation. Puis ces quelques mois-là que j'ai passé à CFX Rock Détente, j'ai beaucoup appris. Puis à un moment donné, parce que j'avais réécrit à Jeff Fillion et Dan Caron pour dire « Salut, c'est Denis Gravel. J'ai fait mon stage avec vous autres. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Juste dire que moi, je me vois travailler là un jour. Si jamais vous avez une ouverture, gênez-vous pas. » Et Christian Roy a démissionné pour aller travailler à Montréal. Il se retrouve sans gars de nouvelles du jour au lendemain. Et Dan Caron m'appelle, puis là, il me dit, parce qu'il y avait des propriétaires, je pense, qui étaient les mêmes à l'époque, là.
Mais il n'y avait pas le droit de négocier avec des employés de Rock Détente, de CFX Rock Détente. Puis Dan me dit, écoute, on aurait peut-être besoin de quelqu'un. Je dis, OK, quand? Ben aujourd'hui. J'ai dit, ben là, moi, j'ai une job à CFX, j'ai mon appartement, j'ai ma blonde, je sais pas. Il dit, OK, aujourd'hui, on est jeudi, peux-tu être là lundi? J'ai dit, OK, comment ça marche? Ben, on n'a pas vraiment de contrat à t'offrir, mais si tu as le goût, tu peux t'en venir, puis on va t'essayer l'après-midi. C'est l'émission de Martin Danjou dans le retour, puis ainsi de suite. Et j'ai plongé comme... Ça a probablement été le bout où j'ai été le plus audacieux dans ma vie parce que j'ai pacté le char, j'ai cassé le bail et je me suis dit, c'est là que ça passe ou que ça casse. Je suis venu m'installer dans la fin de semaine pour me trouver un appartement avec ma mère. Et le lundi, j'étais en onde. J'avais pas de contrat, j'avais pas de garantie. Et ça a été ma première présence à Choix, puis ça a été le début de 24 ans, effectivement, de 24 années de radio à la même place. Véro, quand on commence à la radio en 2005, on n'a jamais fait de radio? J'ai fait fermer la radio étudiante au primaire chez nous. OK. En faisant jouer une toune de Luc de la Rochelière ou c'est Cash City. Quoi, c'était causé? Oui, ben ça dit on fait tous le même rêve porno de se tenir la main. Ça disait porno, fait que tu comprendras qu'à l'école primaire Saint-Luc, ça n'a pas passé. Fait que la radio étudiante s'est arrêtée à ce moment-là, mais moi, j'étais une passionnée de musique. Puis, tu sais, tout me passionne. Je m'intéresse à tellement d'affaires. Mais moi, mes parents étaient dans les sciences puis tout le kit. Fait que, bon, je vais aller étudier en sciences. Sors de là. C'est le fun, les sciences, mais je me vois pas dans un lab. Je vais aller étudier en relations publiques à l'Université Laval. Puis, tu sais, j'ai fait mon stage à Choix, mon stage de relations publiques. Puis, j'avais jamais pensé faire de la radio. Mais quand l'opportunité s'est présentée, je touche à tout. Tout m'intéresse. Fait que, je sais pas, c'est comme si ça s'était fait très naturellement. Puis, tu sais, à l'époque, là, une fille en radio... ben ça faisait du showbiz, puis c'était pas mal tout. Puis le temps a fait que ce rôle-là s'est développé pour moi. Puis je pense que Denis m'a beaucoup aidé là-dedans aussi. Là, la journée où il m'a dit « ça me tente pas de travailler avec telle personne de nouvelle, ça te tente-tu d'essayer? » Pas mal persuadé que c'est là que les choses ont changé. Mais pour moi, c'était ultra stressant de ne pas avoir d'expérience. Ils m'engagent, ils me disent « les premières journées, tu vas faire de la recherche, ça va bien aller. » Puis c'est pas vrai, là. Ça a été bien, tu rentres en onde à 6 heures avec nous autres, ma belle, puis il faut que tu aies de quoi dire, là. Je me trompe-tu ou le fait qu'on avait un certain parcours de fête ensemble, ça faisait en sorte qu'on était très... j'ai été très sans filtre avec toi sur ce que tu faisais de bien, ce que tu faisais de pas bien. Puis il y a encore du monde qui me trouve rough avec Véro sur le live, dans mes gestes, dans mon attitude ou n'importe quoi. J'ai tout le temps été de même. C'est vrai. Puis je sais pas si avec du recul, tu trouves que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je trouve sachant que ça venait de la bonne place, je te dis pas que ça a tout le temps été parfait, mais sachant que ça venait de la bonne place, puis je pense que j'ai pas mal toujours été capable d'aller chercher le côté constructif de ça. Je comprenais le pourquoi du comment. Là. Des fois, c'est comme ça, c'est un peu rough, mais d'un autre côté, moi, j'apprenais, là, puis j'ai appris. Là, on m'a poussé dans l'eau creuse à toutes les fois que depuis que j'ai commencé à faire de la radio, ça a toujours été ça. Tu te piches dans le creux, puis nage, ma belle. Ça fait 2 fois que je dis ma belle comme si j'étais un. Ouais. Ça va, ma belle? Ça va, ma belle? Et au début, c'était carrément ça, là. Débrouille-toi. Ouais. Pour que les gens comprennent un peu comment ça se prépare une émission de radio, parce que là, on n'improvise pas un 3 heures ou un 4 heures, sauf si on aime le chaos total. Mais habituellement, il doit avoir au moins une préparation de base lorsqu'on fait une émission, que ce soit le matin ou l'après-midi. Ça se prépare comment? J'aime le terme chaos. Il y a des... on a une façon de se préparer qui a toujours été très particulière. Puis je sais que quand on embarque une nouvelle personne dans notre dynamique, on l'a vécu avec Audrey dans nos premières années à Boulevard, c'est toujours un petit peu stressant parce qu'ils ont l'impression de sauter dans le vide à chaque émission. Moi, une émission de radio, c'est comme un jeu de poker. Si tu montes tes cartes, on n'aura pas la même game. Puis je sais que ça agace énormément des gens de radio qui ont tendance à se préparer et à savoir qu'à telle heure, ils vont parler de telle chose. Mais moi puis Véro, c'est pas comme ça qu'on a bâti notre relation de radio. Moi, je sais où je m'en vais. Je sais à quelle heure je vais parler de telle chose, à peu près.
Mais j'ai toujours voulu me garder toutes les portes ouvertes pour réagir s'il y a de l'actualité qui embarque, s'il y a un sujet qu'on se rend compte qui va pogner en feu avec les auditeurs qui vont réagir. Le nombre de conversations d'un bureau qui se termine par « Hey, on dit plus un mot, on se garde ça pour en ondes. » Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de façon générale, mais ça m'est déjà arrivé souvent de dire à du monde de fermer le boîte avant l'émission pour que cette conversation-là se déroule en ondes. J'ai grandi à l'époque des sketchs à la radio. Puis Avec les rires en canne, puis toutes les queues où on voyait tout venir. Mais j'ai été un amateur de sketch à la radio. Rock et Belles Oreilles en faisait, La Jungle, le Zoo, puis ainsi de suite. Mais il y avait quelque chose là-dedans de très carton, pour moi, en tout cas, qui faisait en sorte qu'on riait, mais il y avait une mise en scène qui, je trouve, fitait pas avec le média de la radio, qui, pour moi, est quelque chose de très live, de très vif. Puis ma façon de procéder, c'est souvent de trouver mes sujets, de savoir globalement de quoi je vais parler, mais je ne le dirai pas à mes co-animateurs et à mes co-animatrices. Puis quand on va commencer à en parler en ondes, Véro a développé l'instinct, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Dès qu'elle voit où je m'enligne, et souvent elle devine parce qu'elle aime ça, souvent elle devine avant même que je droppe le sujet, je la vois, elle se dirige vers les feuilles qu'elle a, puis elle va les amener, puis elle va être prête à réagir ou à répondre. Véro se prépare énormément et elle a appris à se préparer aussi à toutes les éventualités. Ouais. Si j'ai un sujet que je sais que le feu va pogner avec Denis, je dis rien. Je dis, garde-moi un moment à telle place dans l'émission parce que je sais à peu près où on va devoir le placer entre le 14h puis le 18h. Puis je sais où le mettre, puis c'est ça, c'est cette espèce de côté organique-là qu'on avait développé ensemble, qu'on a développé aussi avec Audrey qui s'est mergé là-dedans avec tellement d'aisance que je le comprends toujours pas, ce bout-là. Mais tu sais, souvent, les gens nous demandent hey, est-ce qu'on peut venir assister en studio à ce qui se passe? Puis là, maintenant, on est sur Twitch, fait que les gens vivent la déception tous les jours. Mais on se parle peu. On arrive, on dit des niaiseries, les micros ouvrent, oups! La machine part, puis l'instinct embarque quasi automatiquement. Mais même dans une entreprise comme Leclerc Communication, Boulevard, Week-end et ainsi de suite, sont habitués d'avoir des préparations qui sont très précises, très détaillées, avec un code de couleur et ainsi de suite. Puis il y a des patrons qui avaient légitimement de la misère à nous suivre dans notre façon de nous préparer. Ils ont abandonné. Mais c'est ça, mais dépendamment des émissions puis des collaborateurs, il y a toujours eu des façons différentes de se préparer. Je le mentionnais tantôt, moi j'ai eu la chance de travailler avec des journalistes de formation qui étaient toujours à la recherche de la nouvelle. Dominique Moret et Jérôme Landry, on avait des façons très similaires de fonctionner dans une émission, c'est-à-dire que les gars s'occupaient de ce qu'on va appeler le booking, s'occupaient aussi de préparer les questions qui sont plus d'actualité pour aller chercher la nouvelle, puis ainsi de suite. Puis moi, je me voyais comme... je vais faire une analogie de cinéma. Je me suis jamais vu comme, mettons, The Rock ou Robert De Niro. Moi, je me vois plus comme Jack Black, le gros niaiseux qui vient puncher, qui vient faire une coupe de joke une fois de temps en temps, puis qui essaye de mettre tout le monde à l'aise. Puis c'est le fun dans une équipe. C'est peut-être ce qui est le plus dur des fois, c'est de réussir à comprendre et à accepter son rôle. Puis très rapidement, quand j'avais commencé à travailler avec Dominique, on connaissait nos forces et nos faiblesses. Puis je sais que Dominique, c'est dur de travailler avec. Puis je sais que moi, je suis dur aussi d'approche, puis ainsi de suite. Mais on avait mis les choses au clair très vite. J'avais dit, Dominique, moi, je suis pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je lirai pas les sites d'actualité pointus. Non, à penser à la radio, puis tout ça, alors que Dom est là-dedans tout le temps, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, et ainsi de suite. Puis j'avais dit à Dom, j'ai dit, écoute, book-moi ce que tu veux, puis je te garantis que je vais faire la job. Je chialerai jamais sur un invité que tu vas booker. Même si ça me tente pas, je vais le faire. Mais dérange-moi pas le samedi matin à 2h parce que là, tu as eu un flash ou n'importe quoi. Va au bout de tes rêves, book ce que tu veux booker, puis moi, je vais m'organiser avec la suite des choses. Puis c'est un peu ça, une équipe de radio. C'est comme un orchestre. Il y a un chef d'orchestre. Moi, je suis le chef d'orchestre. Je suis pas capable de jouer du violon. Je suis pas capable de faire un solo de violoncelle. Mais je fais confiance. Puis j'ai toujours eu la chance de travailler avec d'excellents musiciens. Mais je pense que j'ai aussi la force d'être capable de trouver les points forts de tous ces musiciens-là puis d'être capable de les mettre au meilleur de leur capacité.
Vous avez eu la chance de faire l'émission du matin, vous avez eu la chance de faire l'émission de l'après-midi. Lequel qui est le plus facile à faire ou qui est le plus difficile et pour quelle raison? De loin, l'après-midi. Autre le fait de se lever de bonne heure. Le matin est un show de service, c'est une responsabilité d'être aux premières loges de tout parce que souvent, la personne qui va être là n'aura pas ouvert un journal, n'aura pas regardé la télé encore. Fait que tu as cette rigueur-là qui est essentielle dès le départ. Le retour, on a une certaine latitude. Les gens ont leur journée dans le corps. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais souvent, ils vont être un petit peu... ils vont avoir été stressés, ils s'en vont à la maison, c'est peut-être le rush, etc., etc. Fait qu'on a une possibilité dans le retour d'avoir une dynamique qui est franchement différente du matin, de pouvoir aller à peu près dans toutes les directions. On va la faire, notre job. L'essentiel va être là, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose de plus léger, de plus magazine, peut-être, je sais pas. C'est des défis qui sont bien différents parce que le matin, tu es le premier à passer la gratte. Donc, tu peux décider à peu près de faire ce que tu veux. Veux-tu parler de ce sujet-là? Veux-tu avoir cet invité-là? Et ainsi de suite. Pour plusieurs, travailler le matin, la plus grande difficulté, c'est de se lever. Moi, j'ai toujours été un lève-tôt. Je suis plus productif le matin que l'après-midi. Pour moi, travailler le matin, c'est un naturel. Par contre, pour moi, travailler dans l'actualité, c'est pas un naturel. Puis pendant des années, j'avais des boss, j'avais des collègues qui me disaient « Il me semble que tu serais bon dans le retour. Il me semble que tu serais un gars de retour. » Puis je disais « Non, moi, je me lève le matin, je suis habitué. J'ai ma journée à moi après. L'après-midi, je fais dodo, puis je prends de la bière. Je veux dire, je peux pas travailler l'après-midi. » Puis, à un moment donné, il y a eu des mouvements à choix où on a provoqué des mouvements à choix, mais on a décidé, Véro et moi, de se lancer le défi de dire, OK, si on reste, on veut notre défi à nous autres, puis on va travailler l'après-midi. On va essayer de faire le retour. Construire quelque chose. Hein? Puis, on avait approché les gens avec qui on travaillait à l'époque, puis tout le monde avait décidé d'embarquer dans le bateau, Vince, Rich. Puis, l'après-midi, c'est que tu es le dernier à passer la gratte. Il reste plus grand-chose. Puis c'est dur de ne pas répéter ce qui a été dit le matin, le midi, dans plusieurs stations de radio, dans plusieurs émissions de radio. C'est tough le réchauffer. Oui, fait que le défi, ça devient tu vas où, toi? Tu sais, faut que tu trouves ton angle. Puis ça, moi, c'est au début, je trouvais ça très difficile, mais avec le temps, je trouve que c'est l'angle le plus stimulant. Tout le monde va là. Toi, tu vas aller où avec ce sujet-là? Es-tu capable de l'amener ailleurs? Es-tu capable de le rendre un petit peu plus drôle si c'est du sérieux? Es-tu capable de poser une question que personne a posée avant toi? Ça ne veut pas dire être dans l'opposition nécessairement. OK, tout le monde va là, moi, je vais aller carrément à l'autre bord. Non, c'est d'être créatif. Puis Denis, il est fort là-dessus. Il va nous amener, on pense, il va aller par là. Pas en tout. Il y a un autre point à faire. Il va faire un autre lien. Il va aller chercher d'autres éléments d'actualité. Puis c'est sûr que l'après-midi, il y a plus de légèreté. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les marchés ou c'est particulier au marché de Québec depuis quelques années, mais on avait l'impression que le matin, on était bombardé de hard news. C'était la même chose dans bien des émissions du midi. Fait que nous autres, on arrivait l'après-midi puis on avait l'impression d'être le sweet relief. Là. Puis moi, ça m'a donné une aisance que j'avais jamais eue à faire une émission de radio comme je voulais la faire. On a eu des recettes qui ont super bien fonctionné le matin à choix, mais c'était pas ma recette à moi, puis c'était pas ma couleur à moi. J'embarquais dans une recette qui était pas la mienne, qui était plus une émission d'actualité, puis il n'y a pas de mauvaise recette. Il y a les recettes qui marchent, il y a les recettes qui marchent pas. C'était juste pas ma recette. C'était la recette à Ricardo. C'est un peu ça. Tu sais, je suivais une recette qu'on me disait de suivre, puis ça a amené des beaux résultats. Je veux dire, on pensait que Choix allait s'écraser après le départ de Jeff Fillion. On est revenu au numéro 1 avec Dominique Moret. On est revenu au numéro 1 avec Jérôme Landry. Puis après ça, quand on s'est installé dans le retour, on a réussi à reprendre notre numéro 1 aussi. Mais ce numéro 1-là, pour moi, puis peut-être pour Véro aussi, c'est notre plus grande fierté parce que c'était notre recette à nous autres. Qu'on partait de from scratch. Puis c'est bien drôle, tu sais, on a souvent nos recettes maison, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va l'apprécier. Exact. D'avoir une recette puis d'avoir les échos des auditeurs en disant « Hey, ça fait du bien d'entendre ça. Ça me fait du bien. » Puis c'est un peu là, je pense que tout le principe de bien sentir dans sa tête est devenu une partie intégrante aussi de ce qu'on faisait. Là. Puis on a fait le retour quelques années à Radio X. Ça va faire 4 ans qu'on fait le retour à Boulevard. Quand on a fait la transition, c'était comme une opportunité, moi, que j'avais jamais eue de commencer à zéro.
Parce que tu es à choix sur une antenne où les gens s'attendent à certaines choses, s'attendent à ce qu'on traite certains sujets de certaines façons. Puis quand on a fait la transition à Boulevard, je me disais, c'est un clean slate. On peut faire ce qu'on veut de la façon qu'on veut. C'était un Moses de beaux défis, puis en même temps, c'était une Moses de belles opportunités aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aurais pas été capable de faire avant. Je me faisais pas confiance suffisamment. Puis je faisais peut-être pas suffisamment confiance aux gens autour de moi aussi. Là, j'arrive là avec Véro. Audrey commence au jour 1 avec nous autres. Elle n'a jamais écouté Gravel dans le retour de sa vie. Elle ne sait pas trop dans quoi elle s'embarque non plus. Mais on a comme fusionné de façon quasi instantanée. Puis on s'est rendu compte que, parce que c'est drôle, hein, une émission de radio, tu peux penser que ça va être ça, puis finalement, tu arrives, les micros s'ouvrent, puis tu te rends compte que c'est pas ça pantoute, mais il faut que tu respectes ce qui se passe. Et très rapidement, je me suis rendu compte que Gravel dans le retour à Boulevard, ça allait pas être du tout ce que je pensais que ça allait être. Je pensais qu'Audrey allait aller sur la route, qu'elle allait être notre reporter live. Puis après, préparer des démos de terrain. Ben oui, puis après 5 minutes, je voulais plus m'en passer en studio parce que j'en avais besoin à plusieurs niveaux. Au départ, j'en avais besoin pour la technique, mais après ça, j'ai vu que c'était tellement un moteur et un générateur d'émotions que moi, j'avais jamais eu. J'ai dit, mon Dieu, c'est comme travailler avec de la kryptonite. Je veux dire, j'ai jamais fait ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, puis ça nous a amené dans l'imprévisibilité. Oui, puis complètement ailleurs. Puis, tu sais, les goûts, ça se discute pas, mais mes goûts à moi, c'est de loin le meilleur show de radio que j'ai eu la chance et le privilège de faire. Puis c'est pas à cause de moi, c'est juste à cause de la chimie puis de l'interaction qu'on a aussi avec des auditeurs qui sont peut-être un peu plus ouverts à ce qu'on leur propose, ce qu'on est. On est en 2024, on n'est plus en 2010. Je pense que les gens sont plus ouverts, les gens sont plus sensibles aussi. Les gens parlent plus. On n'a plus l'impression, tu sais, le principe de l'emporte-pièce, là. Voici, c'est ce que tu es censé être telle année, telle affaire. Là, maintenant, il y a une diversité d'opinions de ci, de ça. Puis les gens sont tellement prêts à être ça, puis à être livre ouvert, puis à être généreux. Là. Ça nous a vraiment amené ailleurs. Ouais. Puis ça nous a amené à une crise de belle place au total. Bien, on va reculer un petit peu parce que là, vous êtes au paradis, mais à un moment donné, vous avez pris une dure décision. Vous avez passé votre vie professionnelle majoritairement dans un poste de radio où vous avez travaillé pendant des années. Hey, on pensait être des joueurs de concession, nous autres. Oui, c'est ça. Ça allait finir là. Et à un moment donné, on doit prendre la dure décision de quitter. Vous êtes le numéro 1 au niveau des shows, au niveau des sondages. Lorsqu'on part, est-ce qu'il y a une incertitude qui se fait à l'intérieur? Parce qu'habituellement, quand on travaille dans un emploi toujours à la même place, on se crée un petit nid où on est bien au chaud, puis à un moment donné, ben, quand tu t'en vas ailleurs, ben, tu dis, je serais peut-être pas bon là, même si je suis bon là. Est-ce que je suis vraiment bon à cet endroit-là ou c'est juste parce que j'étais à cet endroit-là, puis j'ai eu les codes qui amenaient? Donc, quand on change à Boulevard, est-ce qu'il y avait une incertitude ou est-ce qu'on était sûr qu'on se trouverait une job le lendemain matin? Écoute, tu l'as très bien résumé. Hein? C'est la question, j'imagine, que n'importe qui se pose quand ils ont du succès à un endroit puis qu'ils se demandent s'ils peuvent en avoir ailleurs. J'ai-tu du succès parce que je porte le bon sticker ou j'ai du succès parce que je fais de la bonne radio? Puis c'est sûr que ça faisait partie des incertitudes. Puis Véro le disait tantôt, moi, je voulais être comme l'Undertaker, je voulais être comme Patrice Bergeron. Je voulais commencer ma carrière à une place puis la finir à la même place. Mais à un moment donné, quand tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Puis c'est sûr que la pandémie a fait en sorte que je pense qu'il y a des réflexions qui étaient déjà amorcées de notre côté, qui se sont accélérées pas mal. Je ne te cacherai pas non plus que moi, le fait d'avoir des enfants qui de plus en plus grandissaient puis allaient être confrontés à la radio qu'on faisait à Radio X. Puis à l'étiquette, là, pas tant la radio qu'on faisait, mais l'aura qui venait avec. Ben, tu sais, moi. J'étais fier de ce qu'on faisait. Hein? Tu parles de nous autres, oui. Mais tu sais, après 24 ans, on apprend peut-être un peu à vivre avec ça. Personnellement, j'ai toujours eu de la misère, mais un moment donné, tu t'habitues. Puis je me disais, j'ai pas le goût que mes enfants se fassent écœurer parce que je travaille à un endroit particulier. Puis je m'imaginais tout le temps la conversation où un prof est en avant de la classe, puis il dit « Ah oui, c'est ton père, ça, qui travaille dans la station des Antivax ou dans la station de Radio X où ils ont dit que tel monde devait recevoir une balle dans la tête et tout ça. C'est pas tes propos, c'est pas tes affaires, mais je trouvais ça tellement pas juste pour mes enfants qui allaient grandir d'être exposés à ça. »
moi, ça a été un gros moteur dans ma décision de dire faut que je m'en aille dans un autre environnement qui me ressemble un petit peu plus. Puis dans le retour, pendant la pandémie, on est devenus, nous autres, tu sais, tout le monde est devenu très sérieux et très dramatique. Puis nous autres, on a comme pris la tangente inverse de dire hey, si le monde ne va pas bien, J'ai besoin d'air. on va essayer d'avoir du fun puis de parler d'autres choses. Puis je pense que ça, cette position-là que nous autres, on a pris dans le retour à l'époque, ça nous a éloigné beaucoup, encore plus de ce que les autres faisaient. Puis on voyait qu'il y avait un besoin pour ça. On le voyait dans les réactions. À quel point, hey, je viens de passer une journée de boîte, là, de vous entendre dire ça, de vous entendre faire ça. Puis c'est drôle, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu auparavant. Ce besoin-là de. Puis pas positif à outrance, là, juste de ne pas se prendre au sérieux puis d'être capable d'aller ailleurs quand. Toutes nos têtes sont en même place. Mais c'est stressant parce que t'espères que ça aille vite, puis en même temps, tu te dis, c'est pas de même que ça marche. Les gens se souviennent des succès de Radio X, mais se souviennent pas des 4 années que ça a pris partir de la cave pour devenir numéro 3 ou numéro 2 dans le marché. Puis moi, je suis pas un gars exemplaire au niveau de la patience. C'est sûr que quand on a eu nos premiers résultats, moi, je me disais, ça va pas assez vite, les boss seront pas patients, il faut faire plus, il faut faire mieux. Puis je me disais, tabarnouche, on fait de la bonne radio, on commence à bâtir un tout à Boulevard qui est de plus en plus conséquent, qui est simple, qui nous ressemble. Il faut se donner du temps. Les boss ont été plus patients que moi, puis de voir qu'on continue sur une belle progression, on se dit... C'était stressant de switcher, c'est sûr que c'était stressant, c'est beaucoup d'insécurité. Puis tu te dis, écoute, moi, je suis rendu père de famille, il y a des gens qui dépendent de moi. Si je fais le mauvais call, je mets ces gens-là dans le trouble, puis c'est pas correct de ma part. J'ai eu beaucoup de nuits blanches là, à penser à toutes ces affaires-là. Puis à partir du moment où on s'est installé, à partir du moment où on a commencé à faire de la radio avec Audrey, à partir du moment où on a vu que les gens autour... C'était tellement de mentalité qui était différente, puis c'était tellement des gens qui peut-être ressemblaient un peu plus à ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait devenir. C'est sûr que là, ça renforce ta conviction de dire, OK, non seulement on a fait le bon move, mais on a fait le seul move, puis peut-être que le seul regret que tu as rétroactivement, c'est j'aurais dû faire ce move-là 5 ans avant, 6 ans avant, tu sais, on ne sait pas, mais... Il y avait un contexte dans tout ça, ça prenait une espèce de tempête parfaite. J'ai perdu beaucoup de nostalgie par rapport à mes 24 premières années de radio parce que je suis tellement bien dans ce qu'on fait présentement, puis ça me ressemble tellement beaucoup plus. Je dis pas que c'est meilleur, je dis pas que c'est moins bon. Mais c'est naturel, il y a un confort, puis pas un confort de paresse, là. Il y a un confort de se sentir chez nous, puis des fois, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on est là. Tu sais, c'est un slogan que des gens ont critiqué, puis en même temps, c'était la meilleure façon de le décrire. Tu sais, on a, j'haïs ça parler pour toi, mais je pense que tu vas être d'accord, tu sais, on est sur notre X. Ouais. Puis ça, dans une émission de radio, j'imagine que c'est comme dans un band de musique ou n'importe quoi, maintenant, tu le files. Il y a quelque chose qui se passe pas ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe qui est unique. Puis on a la chance de vivre ça présentement. Des fois, ça dure, des fois, ça dure pas. Mais c'est sûr que présentement, c'est dur de regarder en arrière et d'avoir des regrets. Je pense qu'on a pris la seule décision qui s'impose. C'était stressant, c'était pas évident. Mon Dieu, ça a été une année horrible. Moi, je m'étais dit, regarde, ça aurait été une belle run de radio. Je suis pas à bout de compétences, je suis capable de faire autre chose dans ma vie. Prête à toute éventualité, mais aucun regret que l'issue ait été ce qu'on est en train de vivre à ce moment-ci. Oui, puis de toute façon, on dit que les bonnes choses arrivent au bon moment. Vous auriez fait ça peut-être 2 ou 3 ans avant, puis ça n'aurait pas marché aussi bien que ça marche présentement. On aurait manqué Audrey, je veux dire. Oui, à partir de ce moment-là, il nous manque un élément majeur. La porte pas levé, là. Tantôt, on en parle depuis le début de l'entrevue, les sondages où vous êtes numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comment ça fonctionne, les sondages? Comment est-ce qu'ils vont chercher les codes pour vous dire vous êtes numéro 1, vous êtes numéro 2, numéro 3? Comment ça fonctionne? C'est des cahiers qui sont distribués de manière aléatoire auprès de gens qui acceptent de remplir les fameux cahiers numéristes, puis eux doivent faire un travail de moine pendant un certain nombre de semaines. Puis maintenant, on est sondé à l'année. Quand j'ai commencé à faire de la radio, on avait 4 sondages par année. Tu avais les sondages les plus importants, soit ceux d'automne et ceux de printemps. Ceux d'hiver puis d'été valaient moins. Souvent, ça allait être les foules de mémoire comme ça. Mais maintenant, c'est vraiment à l'année longue, puis il y a une espèce de formule magique qui fait qu'on va chercher un pourcentage de cahiers de la première moitié de l'année versus un pourcentage de cahiers de la deuxième moitié de l'année. On mélange ça ensemble et on nous présente ces chiffres-là. Tu comprendras que je comprends rien.
Ça fonctionne. Ça fonctionne en quelle station vous écoutez, combien d'heures par semaine vous écoutez. Puis c'est vraiment, c'est carrément ça. C'est de la pure mathématique qui est fait. Puis 2 fois par année, ben, on nous donne nos bulletins scolaires, si on veut. Puis on est tout le temps à la merci d'un bord comme de l'autre. Là. Ça peut être un sondage où on avait finalement un cahier qui était vraiment plus en notre faveur puis qui va gonfler les chiffres. Puis la fois d'après, oups, c'est le retour à la normale puis il y a de la correction. Là. On nous avait fait faire un exercice il y a plusieurs années. On nous avait fait remplir des cahiers de sondage parce que la plupart des gens de radio n'ont jamais vu c'était quoi un cahier de sondage. Puis quand on a vu l'épaisseur de ce document-là et le nombre de questions qui étaient posées, ben tout de suite, tu te poses la question, c'est-tu un bon outil? Parce que les gens qui prennent le temps de répondre à ça, c'est des gens qui ont le temps de répondre à ça. Donc, vraisemblablement, des gens plus vieux, des gens retraités, puis ainsi de suite. Les gens qui sont occupés. Je veux dire, moi, présentement, avec le beat de vie que j'ai avec mes enfants, puis tout ça, on me propose de remplir un cahier de sondage. J'ai juste pas le temps. Parce qu'au-delà des habitudes d'écoute, là, c'est de dresser le profil de la personne. T'as quel âge? Tu fais quoi? Tu consommes quoi comme épicerie, restaurant, alcool, etc., etc.? Et il y a tellement de façons différentes de chiffrer et de quantifier les heures d'écoute que, et ça, l'industrie s'est tirée dans le pied avec ça. On sait bien, vous êtes toutes numéro 1. Je veux dire, on l'entend depuis des années. Pourquoi? Parce que chaque station de radio va aller chercher sa force puis va la mettre de l'avant. Puis c'est drôle parce que, justement, depuis qu'on est à Boulevard, moi, c'était ma ligne de dire, ben, on est la seule station qui vous dira pas qu'on est numéro 1. On n'est pas numéro 1. On est en croissance. On est en direction de. Puis de travailler dans ce contexte-là, moi, c'est le contexte le plus stimulant. Si j'avais une nostalgie par rapport à mes années à Radio X, c'était les premières années où on était une petite gang tripante, puis qu'on partait de loin, puis à chaque sondage, on montait un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis j'ai l'impression de retrouver un peu cette effervescence-là et une partie de ma jeunesse depuis qu'on vit ce beat-là qui est bien différent à Boulevard. Tu sais, nous autres, on les a, oui, 2 fois par année, mais ça reste, tu sais, la radio, les gens n'ont pas à payer pour ça. C'est une des rares affaires qui est encore gratuite dans le divertissement dans la vie. Fait que c'est nos reps qui, après ça, vont prendre les chiffres de 25-54 parce que ça donne que c'est ce créneau-là de la population qui dépense plus. Puis là, ils vont aller voir les clients dire, regardez, notre station est la meilleure pour vous autres pour telle raison. C'est eux autres qui vont vous rapporter le plus. Je ferais tellement pas leur job, j'ai trouvé hot, mais tu sais, c'est tout ça des sondages. Fait que nous autres, 2 fois par année, on voit cette quantité de chiffres-là, mais le lendemain, puis on a été groomés de même, hein. Quand tu reçois tes chiffres, la job est déjà faite. Ça te donne rien de stresser, tu peux rien changer. Mais la journée même où tu les reçois, OK, ciao, bye, merci, c'est beau, mais il faut encore que tu sois bon, parce que les sondages ont déjà recommencé depuis des semaines. Là. Si tu veux te consoler, des mauvais chiffres, ça dure une journée. Si tu veux t'inquiéter, des bons chiffres aussi, ça dure juste une journée. C'est comme ça qu'on nous l'avait présenté à l'époque, puis c'est vraiment pas faux. On a 20 ans d'expérience au niveau de la radio professionnelle en tant que d'animateur en tête d'une émission. Les réseaux sociaux sont arrivés à travers ça. Est-ce qu'il a fallu s'ajuster? Est-ce que ça a été difficile de s'ajuster à cette nouvelle technologie? Moi, je suis juste content que quand j'ai eu à remplacer Jeff Fillion les premières fois, les réseaux sociaux, ça n'existait à peu près pas parce que probablement j'aurais pété aux frettes. Là, Il y avait les forums dans le temps, puis c'était déjà tough. Puis c'est drôle parce que tu parles de technologie puis du fait que ça a changé, puis on en parle une couple de fois, une fois de temps en temps. Mais tu sais, quand je croisais Véro avant qu'on fasse de la radio ensemble, je le faisais sur ICQ. Puis la petite fleur, puis ainsi de suite. Son nom était Cassiopée là-dessus. Puis, tu sais, on voit que les technologies ont changé. Moi, les premières stations de radio où j'ai travaillé, il y avait un fil de presse où les nouvelles internationales rentraient sur un fax avec une imprimante qui faisait... Les premières versions de cet Internet, il n'y avait pas efface de personne parce que la technologie ne le permettait pas. Non. La radio avait un anonymat qui était séduisant, à part si tu travaillais sur des grosses stations qui décidaient de mettre des panneaux sur le bord de la route. On travaillait le matin, puis on ne jurait que par les journaux papier parce que c'était notre seule source d'information. Le contact avec les auditeurs. C'était des lettres manuscrites téléphone qui souvent arrivaient. Le téléphone, auquel Denis est obligé d'aller beaucoup trop souvent à son goût. C'est avant que les courriels arrivent, puis des années plus tard que les textos arrivent, puis que les médias sociaux arrivent, qui est un contact direct. Je pense qu'on fait partie des gens qui se sont le mieux adaptés à ces technologies-là, puis que ça a été une partie du succès qu'on a eu au fil des années, parce que
On est rapide. On est très rapide. On a toujours été très rapide à suivre ce qui se passe sur Twitter, sur les sites de nouvelles et ailleurs. Oui, comme outil, là, comme fil de presse. Ce qui fait en sorte que, bien des fois, on a été peut-être les premiers dans la province à traiter de certaines nouvelles. Puis la radio permet ça aussi. La force de la radio, c'est d'être capable de se virer sur un dixaine. À partir du moment où il y a une nouvelle qui apparaît sur un réseau social, lève la main, let's go. Ben on est capable de tout de suite la traiter, alors que virer un poste de TV, c'est beaucoup plus complexe. Écrire un article même sur un site web, c'est beaucoup plus long. Ça nous a amené une rapidité incroyable, puis c'est une rapidité qui va dans les deux sens. Tu vois très rapidement avec les textos si tu as un bon sujet ou tu as un moins bon sujet. Tu vois très rapidement si tu es sur la bonne voie avec un sujet ou une question, parce que les gens vont réagir. Ou si tu erres carrément. Des fois, il y a une information qui nous a échappé ou c'est un domaine qu'on maîtrise moins bien, puis il y aura toujours quelqu'un pour nous dire « Hey, vérifiez telle affaire » ou « Moi, je vous donne telle information ». Puis la radio, ça a toujours été ça. Ça a été la proximité. C'est ce que les gens consomment dans leur véhicule. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'à Québec, la radio est encore aussi forte. Puis d'avoir maintenant ce courant-là qui passe instantanément des deux côtés, ça nous permet encore plus de proximité. Puis je vais aller plus loin pour les émissions qu'on fait. Tu sais, l'existence des Spotify de ce monde. Oh mon Dieu, oui. Moi, ça m'a amené un outil que j'ai toujours rêvé d'avoir. Créer une ambiance sonore en l'espace de 5 secondes parce que j'ai eu un flash, même si c'était pas préparé. Tu es capable d'aller chercher n'importe quoi sur Spotify. Puis je vais me vanter, là, je vais me péter les bretelles. Je me vanterai pas beaucoup souvent, là. Mais je suis vite en tabarnouche sur ces affaires-là. Puis un temps où il fallait sortir des extraits. Je me souviens très bien, les premières émissions qu'on a faites, la musique sur le fly, il fallait qu'un de nos producteurs débarque avec sa tour d'ordinateur en studio, la branche dans la console. Les gens nous appelaient pour nous dire « Ah ouais, vous souvenez-vous de telle chanson? » Il fallait qu'il aille sortir ça des boulamites parce qu'il l'avait dans ses disques durs. Ça n'avait aucun sens. Là, maintenant, c'est instantané. On enregistrait les bulletins de nouvelles télé sur des cassettes VHS. Programmé. Et le matin, ben, on allait chercher des extraits sonores sur ces cassettes-là qu'on transférait dans nos systèmes. C'était une job J'avais oublié. C'était une job horrible, en fait. Ben, ça ralentissait beaucoup la communication. Tu t'en rendais pas compte à l'époque parce que c'était les moyens les plus évolués. Mais maintenant, tout est tellement rendu rapide, tout est tellement rendu instantané. Puis je pense que c'est comme n'importe quoi, hein, des nouvelles technologies. Au début, c'est nouveau pour nous autres, donc on sait pas trop comment s'en servir intelligemment. Mais au fil des années, à un moment donné, tu te crées un système, tu te crées une façon. Moi, je suis un gars qui est quand même assez sensible à certaines choses. Je me suis absenté, moi, des réseaux sociaux pendant plusieurs années parce que je voulais faire les choses comme je voulais, puis je voulais pas me laisser influencer par ce qu'un gars à Montréal pouvait dire sur ce que nous autres, on faisait à Québec, par exemple. Mais là, je suis revenu sur Facebook, je suis revenu sur Twitter, puis j'ai été capable de moduler ça pour aller chercher l'information, les réactions, les communications que j'ai besoin. Puis je pense que la génération qui va nous suivre va être encore plus performante que nous autres avec ces moyens-là, ces outils-là. Puis on le voit autour de nous autres aussi avec les plus jeunes. Tu sais, on travaille avec des Audrey et des Max qui ont des décennies de moins que nous autres. Puis on voit déjà leur aisance par rapport à tout ce qui est nouveaux médias par rapport à nous autres, là, les vieux dinosaures en voie d'extinction. On va terminer cette entrevue-là avec une petite question qui serait: qu'est-ce que vous pourriez suggérer à ceux qui veulent faire de la radio professionnelle? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour s'améliorer puis justement percer dans ce milieu-là qui est extrêmement difficile parce que c'est un milieu qui est, je dirais pas fermé, mais qui est très compétitif? Soyez curieux. Sortez votre zone de confort. Prenez rien pour acquis. Allez voir ailleurs ce qui se passe. Saisissez toutes les opportunités. C'est tellement facile. Puis tu sais, tu parlais des médias sociaux. C'est tellement facile de se créer un univers uniquement avec les sujets qui t'intéressent, alors que de se déstabiliser, essayer d'aller chercher l'autre côté de la mémoire, de la médaille, pardon, développer une certaine polyvalence. Actuellement, dans le monde des médias, c'est plate, il y a des coupures partout. Plus tu vas devenir un couteau suisse, plus il y a de chances que si tu tombes dans le bon milieu avec les bonnes personnes, tu vas être capable de t'implanter. Puis je pense que c'est vraiment la chose actuellement qui est la plus recherchée, puis crachez pas sur aucune opportunité. Je comprends que c'est tellement plus glorieux d'être dans un gros marché de radio, mais
se péter la gueule dans un petit marché, ça fait toujours moins mal que de se péter la gueule dans un gros marché, puis c'est plus facile de se relever. C'est de l'apprentissage, c'est de se relever les manches, puis c'est de continuer à foncer. La polyvalence, de plus en plus, les jeunes qui réussissent à faire leur place en radio, c'est des gens qui sont capables de tout faire ou à peu près, puis c'est tout à leur mérite. Puis, Véro, tu parlais d'être ouvert à toutes les propositions. Moi, j'étais le gars qui rêvait de devenir le Mike Gauthier de sa génération, d'animer une émission de musique puis de parler de musique. La vie m'a amené ailleurs. Puis j'ai des profs qui ont été très importants dans mon parcours qui m'ont dit, Denis, il faut que tu ouvres le journal, il faut que tu t'intéresses à l'actualité. Sans ça, de la job en radio, tu n'en auras probablement pas. Puis au départ, je l'ai fait à contre-cœur. Puis finalement, j'avais un objectif, moi, c'était de travailler à choix à l'âge de 28 ans. Sans ça, je me disais, je vais tout lâcher puis je vais faire autre chose. J'ai eu la chance de le faire à partir de l'âge de 19 ans, mais je l'ai fait dans la seule chaise dans laquelle je me sentais pas à l'aise. La chaise du gars de nouvelles. La chaise du gars qui allait traiter l'actualité. Tu as été dans cette chaise-là longtemps, là? Très longtemps. Je veux dire, le fucking news guy, ça a collé longtemps. Puis c'est bien correct, mais ça m'a permis de faire mes armes à choix. Ça m'a permis d'être là quand on avait besoin de remplacement. Ça m'a permis d'être là quand on faisait des voyages de musique et ainsi de suite, de vivre un paquet d'expériences. Je suis allé à Woodstock 99 avec des autobus d'auditeurs. Quand il y a eu les émeutes, ça m'a permis d'être en ondes le lendemain matin. Je parlais de musique, mais je faisais aussi une job d'information puis de nouvelles. Le 11 septembre 2001, les avions arrivent dans les tours. On est en ondes. On est une station qui, à l'époque, joue beaucoup de musique. On a tout tassé l'horaire musical pour devenir une espèce de salle de nouvelles dont j'étais l'espèce de coordonnateur alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Tu gagnes de l'expérience, tu gagnes du galon, tu gagnes des connaissances aussi. Quand tu arrives à Québec, tu connais pas les rues, tu connais pas les secteurs, tu connais pas les quartiers, tu connais pas le beat de chacun de ces quartiers-là, tu connais pas les commerces. Au fil des années, c'est toute de l'information que tu emmagasines. Puis quand tu arrives dans un marché, tu écoutes un André Arthur à l'époque, puis tu te dis, mon Dieu, il y a donc bien des connaissances et ainsi de suite. C'est des connaissances que tu acquiers au fil des années sans même t'en rendre compte. Mm-hmm. Quel que soit le domaine, quelqu'un qui voulait pas faire de sport, mais la première chaise qui se libère, c'est celle de sport, apprends, apprivoise, découvre, essaye. Dis oui. Dis oui, c'est effectivement. Je pense que dans une business comme la nôtre, d'avoir quelqu'un qui va être prêt à tout essayer, il y a beaucoup plus de chances que comme patron, tu aies le goût d'aider ces gens-là à grandir versus la personne qui est piquée, puis qui rechigne, puis tout le kit, ou qui « Oh, non, pas ça. Oh, non, je peux pas. » Essaye tout, puis il y a peut-être une passion que tu n'as jamais vue qui va se présenter à toi dans tout cet éventail-là. On était 2 ou 3 sur mon année de radio, ma cohorte de radio, qui voulait faire n'importe quel job dans n'importe quelle circonstance. Il y avait moi, il y avait Ben Simard, entre autres, qui est rendu un de nos collègues dirigeants à Montréal. Mais tu en avais beaucoup aussi qui disaient, ben moi, je veux pas travailler la fin de semaine. Moi, je veux pas travailler au Rock des Temps. Moi, je veux pas travailler en région. Moi, je veux pas travailler le matin. Moi, je veux pas aller en région, puis ainsi de suite. Ces gens-là n'ont pas fait de radio longtemps. Alors que les autres, souvent, c'est par des voies détournées. Mais je regarde aujourd'hui la job que je fais, puis j'aurais pas pu m'imaginer que ça pourrait être ma job de rêve parce qu'elle n'existait pas, parce qu'on ne l'avait pas créée encore. Les opportunités vont faire en sorte que tu vas développer ta personnalité radio, tu vas développer ton assurance, tu vas développer ta transparence, parce que quand tu fais de la radio sans filet, je pense que c'est important dans une certaine mesure d'être le plus vrai possible, puis d'être le plus proche possible de tes émotions. Mais quand tu es un grand ado de 24 ans, je veux dire, tu ne maîtrises pas tes émotions. Comment veux-tu les maîtriser en ondes? Ça vient avec le temps, ça vient avec l'apprentissage, ça vient avec les relations que tu bâtis avec tes collègues de travail, mais aussi avec les auditeurs. Il faut faire confiance, il faut plonger, même si on pense que c'est trop creux, même si on pense que l'eau est trop froide. Je pense que ceux qui ont plongé, puis moi, j'ai plongé dans un domaine de connaissances qui n'était pas le mien. Véro a plongé dans un domaine qui n'était pas du tout le sien. Puis dans les deux cas, on peut dire que ça va bien. Ça a rapporté. Ça continuer. Ça fait 20 ans qu'on fait de la radio ensemble. Donc. Denis Gravel, Véronique Bergeron, merci beaucoup de votre participation à cette 200e émission de Fantastica. C'est très, très, très apprécié. Et puis, bon 20e anniversaire dans le futur, hein? Oui, ça s'en vient au mois de septembre. Oui.
Et puis, bon 10e pour Gravel dans le retour. Et puis, je suis sûr que je vais être capable d'envoyer une petite portion de gâteau avec 30 bougies sur le dessus. Ça va tout rentrer. Promis juré. Hey, merci à toi parce que c'est rare qu'on a le privilège de radoter autant. Puis finalement, On aime ça, je pense qu'on a trouvé l'exercice le fun. Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Bye-bye. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.